Il y a deux enseignements majeurs de la loi de finances à retirer concernant la déduction des charges financières. Le premier consiste en un aménagement du dispositif existant prévu à l'article 212 bis du Code général des impôts, qui est le dispositif de droit commun de déduction des charges financières. Et le second enseignement concerne l'introduction en droit français des règles issues de la directive ATAD 2 du 29 mai 2017, qui est la directive qui concerne les produits hybrides et les entités hybrides. La seconde modification apportée par la loi de finances pour 2020 à la déduction des charges financières a pour effet donc de transposer en droit français la directive ATAD 2. De quoi s'agit-il? Il s'agit d'une directive elle-même inspirée par les travaux de l'OCDE dans le cadre du plan BEPS, directive qui a pour objet de lutter contre ce qu'on appelle couramment les effets d'asymétrie fiscale, c'est-à-dire en réalité contre des structures ou des instruments financiers qui produisent soit des situations de double exonération, soit des situations de déduction de certaines sommes qui ne sont pas suivies d'une imposition dans l'État du bénéficiaire de la somme. Le législateur français, qui devait transposer la directive de 2017, a introduit dans le Code général des impôts de nouveaux articles qui contiennent une liste des dispositifs hybrides contre lesquels il entend lutter et naturellement les mesures qui doivent être prises pour lutter contre ces dispositifs. Alors, ces dispositifs sont très nombreux et il est impossible de les énumérer intégralement à cet instant. Ce qu'on peut simplement retenir, c'est que sont visés des dispositifs de double déduction des mêmes sommes et des dispositifs dits de déduction sans inclusion. À titre d'exemple, on est en présence d'une déduction sans inclusion lorsque l'on est en présence d'un instrument financier qui ouvre droit à une déduction dans un État, la France par exemple, parce que la France voit dans cet instrument un instrument générateur d'intérêts déductibles, cependant que l'autre État, l'État du créancier de la somme, considère qu'il ne s'agit pas d'intérêts mais de dividendes exonérés et par conséquent non inclus dans la base imposable du bénéficiaire. On retrouve également ce type de déduction non-inclusion lorsqu'une société française, par exemple, fait un paiement déductible au profit d'une entité hybride, c'est-à-dire d'une entité qui, dans l'État où elle est établie, n'est pas considérée comme un sujet fiscal, elle est transparente. L'État d'établissement n'impose donc pas la somme. Et dans l'État des associés de la société bénéficiaire, la somme n'est pas imposée non plus parce que cet État considère que l'entité bénéficiaire est opaque, si bien que l'État des associés ne se considère pas compétent pour imposer. Il y a bien d'autres situations, mais l'essentiel c'est de comprendre le mécanisme général qui est mis en place par le législateur pour réagir contre ce type de dispositif. Et suivant ce qu'indique l'OCDE, le législateur français a mis en place un système reposant sur l'articulation entre une règle principale, une règle primaire, et une règle défensive. L'idée est assez simple en réalité. Lorsque la France est l'État du débiteur de la somme, la société qui opère le paiement doit s'interroger sur le point de savoir si le paiement est imposé à l'étranger. Si le paiement est imposé à l'étranger, pas de problème, mais il n'y a tout simplement pas de dispositif hybride. Si en revanche le paiement n'est pas imposé à l'étranger, alors on est bien en présence d'un dispositif hybride et c'est à l'État du débiteur, la France dans l'exemple, de nier la déduction et d'empêcher par conséquent le dispositif hybride de produire son plein effet. Inversement, lorsque la France est dans la situation d'être l'État du créancier de la somme, on est ici en présence d'une mesure défensive. On doit supposer, si l'autre État est un État de l'Union européenne, qu'il a normalement lui aussi appliqué la directive ATAD 2, si bien qu'il a en principe nié la déduction. Mais si tel n'est pas le cas, ou si tout simplement l'État du débiteur est un État tiers à l'Union européenne qui ignore splendidement les recommandations de l'OCDE, alors la France doit se défendre, et alors même qu'en droit commun, elle aurait exonéré la somme, eh bien là, elle doit, à titre de règle défensive, imposer la somme perçue par le créancier français. Pour chacun des dispositifs énumérés, il y a donc une explication du mécanisme primaire et défensif adapté à chaque dispositif, mais dans l'ensemble, l'esprit des règles adoptées repose toujours sur cette articulation-là. Alors, en pratique, il est clair que ce type de réforme, qui concerne un certain nombre de dispositifs dont certains sont en réalité très datés, va quand même conduire les praticiens à changer leurs réflexes, puisque dans un très grand nombre de situations impliquant des flux entre entités associées, qui sont la plupart du temps les entités concernées par la réforme, eh bien, il va falloir s'habituer à
analyser le traitement fiscal du flux, non seulement en France, mais à l'étranger. Et le traitement fiscal en France dépendra, dans un grand nombre de cas, du traitement fiscal existant à l'étranger, ce qui pour le juriste français est une petite révolution.